En fait, c'est l'uranium qui est l'aimant qui attire les terroristes. Il y a 2 uraniums qui sont recherchés aujourd'hui. L'uranium enrichi iranien et le simple uranium nigérien. Convoité. Il y a quelqu'un qui passe son temps à saliver comme le chien de Pavlov. Dès qu'il entend le mot uranium, même si Téhéran était pris, la guerre n'est pas finie. Chaque région a son commandement militaire autonome. La guerre allait continuer. Est un pays musulman. La preuve, c'est la seule république islamique connue. Laisse tomber ceux qui bavardent en l'air. C'est la seule république islamique connue. Mais la différence, c'est que l'Iran s'est islamisé sans s'arabiser. C'est différent des Africains. Tous les musulmans, les musulmans africains rêvent d'être arabes. L'Iran a évité ça. L'affaire d'uranium, là, oui, je crois que... est-elle encore sur le tapis? Non, en fait, c'est l'uranium qui est l'aimant qui attire les terroristes. Oui, l'uranium à l'aéroport de Niamey est un véritable aimant qui attire les terroristes, c'est-à-dire qui attire celui qui prenait cet uranium gratuitement et qui ne comprend pas, qui n'est pas prêt à comprendre que cet uranium soit vendu un jour au bénéfice des Nigériens. Ce n'est pas possible parce que pour lui, les Nigériens, ça n'existe pas. Donc, tous les jours, tant qu'il y aura l'uranium là-bas, il y aura des terroristes. Donc, c'est au Niger de prendre les dispositions qu'il faut pour que l'uranium qui lui appartient cesse d'être le miel qui attire toutes les mouches indésirables dans son aéroport et dans son pays. Mais est-ce que l'uranium est toujours stocké à l'aéroport de Niamey? On va faire les recherches pour voir. Tu veux quoi? Si on le sort, on va venir te dire. Non, c'est pour ça que je pose la question. Est-ce que l'uranium est toujours stocké à l'aéroport de Niamey jusqu'à présent? On va faire un petit voyage. C'est devenu l'uranium enrichi iranien. Il y a 2 uraniums qui sont recherchés aujourd'hui. L'uranium enrichi iranien et le simple uranium nigérien. Convoité. Il y a quelqu'un qui passe son temps à saliver comme le chien de Pavlov. Dès qu'il entend le mot uranium, et il envoie les terroristes. Il faudra qu'on se documente. Je vais me documenter pour voir si c'est toujours à l'aéroport, stocké à l'aéroport. La Sine Traoré nous écrit de Guinée-Conakry. Bonjour le plateau, bonjour mes icônes. Excellence de Baobab Sagoyou Kegewe, le félin de la communication, Anani Sossou, et mon chouchou présentateur de tous les temps, Monsieur Gilles, merci beaucoup, c'est gentil. Depuis belle lurette, pour nous Africains, l'ennemi juré et infatigable reste les Occidentaux depuis leurs expulsions du Sahel. Cette déception n'est pas concevable pour eux. Alors, c'est le côté sombre ou les mains noires qui soutiennent les terreaux pour semer la terreur afin de négocier avec eux plus tard. Les différentes positions de nos forces de défense des différentes capitales jusqu'à l'intérieur des pays du Sahel sont fournis au terreau par des ennemis à distance. Bon dimanche à vous. Merci également à Lanciné Traoré. Bonjour le plateau. C'est Arthur Ouedraogo depuis Hambourg, en Allemagne. L'Allemagne de son excellence Sagoyou Kegewe. Salutations fraternelles à vous Gilles, monsieur Sossou. Sans oublier papa Sogoyou, vous faites la fierté de toute une jeunesse consciente et libre au-delà du continent. Soyez richement remerciés, bénis et longue vie. Par rapport au thème du jour, je pense que l'AES devrait revoir profondément son système de défense interne pour protéger les points stratégiques des différentes villes en amont avec des caméras et des barricades afin de mieux protéger nos braves soldats. Tout de même, bravo à la promptitude des soldats nigériens. Hommage aux martyrs. Pour terminer, je dirais que tous les pays de la côte ouest de l'Afrique sont menacés. Il serait grand temps de mettre nos divergences de côté afin d'unifier nos forces pour mettre définitivement un terme à ce fléau. Schönen Sonntag wünsche ich euch. Merci. Et vous souhaite tous bon dimanche. Bon dimanche à lui aussi depuis Hambourg. Il a soulevé un aspect, on en a parlé, mais peut-être qu'on peut mettre encore l'accent sur la réaction rapide des forces de défense et de sécurité. Cette fois-ci, les assaillants n'ont pas réussi véritablement à toucher les infrastructures portuaires. Ils étaient stoppés quelque peu aux abords de l'aéroport. Donc cette fois-ci, comme vous l'avez souligné, la riposte est meilleure que ce qui s'est passé en janvier. Oui, on apprend toujours. Tous les jours, les forces de défense et de sécurité s'adaptent aussi. Elles s'adaptent aux mécanismes qu'utilisent maintenant les terroristes pour essayer de déstabiliser les pays. Je crois que l'histoire des drones nous a surpris tous lorsque l'aéroport avait été attaqué en janvier, le 29 janvier je crois, de cette année, lorsque l'aéroport de Niamey avait été attaqué par des drones. Cela nous a surpris tout le monde. Mais maintenant je crois que ça a permis à l'armée nigérienne d'avoir une expérience
hein, de connaître le mode opératoire de ce qui s'est passé pour essayer d'adapter sa riposte. Je crois que c'est au bénéfice de tout cela qu'on a eu la réaction rapide. La dernière fois où les forces de défense sont intervenus, et je crois qu'il y avait une quinzaine de morts, hein, c'est ça, non? Qu'il y avait une quinzaine de morts et on a essayé de traquer jusqu'à leur dernier retranchement les terroristes. Donc on apprend et on adapte aussi la riposte. Oui. Koli Traoré, du Mali, avec un message que je vais vous proposer maintenant. C'est encore une attaque de la France contre l'Afrique. Rien de plus, l'hiver noir est en cours. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre dans cette histoire, c'est la position des dirigeants nigériens à l'égard de l'Algérie, parce que nous savons tous que les terroristes du GNIM et du FLA, ou de la FLA, comme vous voulez, sont nourris et logés en Algérie. Le Mali a clairement pointé du doigt l'Algérie et la France de soutenir le terrorisme, mais le Niger accuse la France et il fait copain avec l'Algérie, sachant que la France et l'Algérie sont même pipe, même tabac. Donc, en conclusion, tant que les dirigeants de l'AES ne coordonnent pas, ne font pas de coordination sur ces questions, il sera très difficile de combattre ce fléau. Vive l'AES, vive l'Afrique digne et souveraine. Koli Traoré depuis Bamako. Oui, mais c'est ça le problème. L'ambassadeur l'a dit tout à l'heure. Hein. Comment est-ce qu'on peut héberger des gens qui déstabilisent les pays de l'AES? Comment on peut les héberger dans les capitales des pays voisins, les nourrir, les blanchir, les véhiculer, et ils prennent la parole depuis les capitales là, sachant pertinemment que ce sont des gens qui déstabilisent. Mais l'imam Diko, il est où? Il est à Alger. Protégé par qui? Par Tebboune. Donc, c'est cette hypocrisie-là qu'il faut arrêter. C'est pour ça Diko, que je dis. c'est encore mieux qu'il y a dans Gali. Voilà, qui sont là, véhiculés. Vous avez vu l'image qui a circulé la dernière fois. Hein. Il était même protégé par des soldats algériens. Alors qu'on sait que c'est quelqu'un qui vient en Algérie tout le temps pour déstabiliser le pays. Comment est-ce qu'on peut accepter encore cette hypocrisie-là? Mais l'Algérie oublie un truc. Qu'elle se rappelle de 1992 avec le Front islamique du salut. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Le fils. Le terrorisme peut attraper tous les pays, tous les jours. Si la France a connu ces périodes sombres en 2015, ce n'est pas l'Algérie qui n'en connaîtra pas. Donc plus vous alimentez le terrorisme dans les États voisins, plus le terrorisme va vous rattraper aussi un beau jour, du moment où vous allez dire à ceux que vous protégez aujourd'hui que non, on ne peut plus vous protéger. Ce sont eux qui vont alimenter encore les poches du terrorisme dans vos pays. Oui. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe. Depuis que le gouverneur général du terrorisme en Afrique s'est dit panafricain, ces hommes de main deviennent panafricains. C'est pourquoi d'ailleurs l'Ivoirien dit que non, maintenant on va faire la guerre ensemble. C'est pourquoi d'ailleurs le Mauritanien dépêche des délégations à Niamey, à Bamako. Mais je crois quand même qu'on ne va pas se laisser, parce que c'est la nouvelle. On s'est dit, bon, par la violence, ça ne va pas, on va utiliser la ruse. Le chef suprême dit que lui, il est panafricain. Donc, ces séides se panafricanisent et ils changent de langage. Il faut préciser panafricanisme de Nairobi. Oui, mais attends, tout le monde sait. Arrêtez. Arrête ça. Donc, c'est-à-dire qu'on a vu que la violence pure et dure, ça ne paye pas. On va utiliser la ruse. Le chef dit je suis panafricain, les autres disent non, on va se mettre ensemble pour combattre les djihadistes, alors que c'est eux qui hébergent les djihadistes, c'est eux qui les nourrissent, c'est eux qui les arment, c'est chez eux que le FLA a des représentants officiels. Ces mouvements djihadistes, ils ont même pratiquement leur ambassade à Abidjan. Alors, il dit quoi, notre Téné Birahima? Donc, je crois que le Mauritanien qui a envoyé des gens au Mali, bon, c'est aux Maliens de juger, c'est pas mon affaire. Mais le changement de langage n'est pas forcément un changement d'objectif. On veut que ces gens changent d'objectif, pas de langage. Bonjour Gilles, bonjour Adani, bonjour Excellence. C'est le pape Cyril depuis Paris. Bonjour mon pape. Le pape? Oui, Cyril. C'est un blasphème. Dans les pays africains, aéroports et radios sont les cibles privilégiées des déstabilisateurs extérieurs car ils concentrent le pouvoir. L'Iran nous enseigne pourtant qu'un pouvoir décentralisé résiste bien mieux aux attaques, même les plus sévères. La position géographique n'est pas le vrai sujet. L'aéroport Charles de Gaulle a été construit car Orly était saturé. La vraie question est donc une décentralisation profonde du pouvoir. Est-ce qu'une décentralisation profonde du pouvoir
est possible en Afrique sans risquer d'être trahi par ses propres hommes. Bon dimanche, Cécile. Écoute, c'est vrai, l'Iran a donné un exemple extraordinaire, décentralisé de telle sorte que même si Téhéran était pris, la guerre n'est pas finie. Chaque région a son commandement militaire autonome. La guerre allait continuer. Mais tu ne peux pas t'amuser avec ça en Afrique. Le type que tu vas nommer commandant d'une région, c'est lui qui revient te faire coup d'État. Et imaginez au Sénégal qu'on avait décentralisé, qu'on avait donné une région à Diomaye Faye, mais il y a longtemps qu'il serait venu avec les mercenaires français pour raser Dakar. Donc ça, ce n'est pas possible en Afrique. Il faut qu'on soit dans la mentalité des gens pour voir qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas possible. Avec le temps, en Afrique, on peut le faire. Mais pour le moment, ce n'est pas possible. Sinon, c'est l'idéal. C'est ce que je voulais dire, qu'on ne peut pas, à partir de l'exemple iranien, essayer de vulgariser le même type, de commandement. C'est un bon modèle, il faudra y travailler. C'est un bon modèle, oui. L'Iran, c'est une mosaïque. Ce qui est différent, les Iraniens, ils ont une longue histoire. Les Perses, ils ont une longue histoire de fierté nationale, de patriotisme. Et depuis 1979, avec le retour de Khomeini à Téhéran, ça s'est exacerbé, ce patriotisme-là. Vous voyez, on a tenté en vain de manipuler à travers le Mossad et la CIA, de manipuler les populations. On avait mis à disposition Starlink de Elon Musk, à la disposition de certaines personnes. On a armé des gens, mais au finish, c'est la population elle-même qui a détecté ces meneurs-là et qui ont permis au Pasdaran et aux gardiens de la Révolution de pouvoir les arrêter à temps. Mais ici, chez nous, est-ce que nous avons cette longue histoire perse de 5000 ans? Nous avons ça? C'est une culture, c'est une mentalité. En Afrique, moi, ma région, je prends le pouvoir. C'est ça. On ne peut pas, à l'heure actuelle, se blaguer pour essayer de dire, bon, on va décentraliser l'armée, on va essayer de donner à tel endroit, on va mettre du matériel de guerre, à tel endroit, on va mettre des chars. Mais c'est celui qui aura les chars qui viendra marcher sur celui qui a des fusils, des kalachnikovs pour prendre le pouvoir. C'est vrai, on ne peut pas. On ne peut pas oser ça. Gilles, l'Iran, c'est une histoire à étudier. Tu t'imagines, l'Iran est un pays musulman. La preuve, c'est la seule république islamique connue. Laisse tomber ceux qui bavardent en l'air. C'est la seule république islamique connue. Mais la différence, c'est que l'Iran s'est islamisé sans s'arabiser. C'est différent des Africains. Tous les musulmans, les musulmans africains rêvent d'être arabes. L'Iran a évité ça. Donc, s'ils ont pu garder leur tradition et leur force, leur identité, ils peuvent organiser ce qu'ils ont fait. Mais dans les pays où vous êtes disséminés selon vos croyances, selon vos tendances, selon vos choses, ce n'est pas possible. Si l'Iran s'était arabisé, il n'aurait pas été capable de faire ce qu'il a fait. Merci, Ayatollah Sogoyou. Toute ma civilité à vous. Nos vaillants libérateurs de conscience, une fois de plus, je trouve les analyses du Baobab Sogoyou Kegewe et Danani très pertinentes. Cependant, après les constats et les analyses, nous-mêmes ainsi que nos éclairés dirigeants peinons encore à apporter des solutions à la hauteur des enjeux. Nous sommes attaqués jour et nuit par des États voyous agissant pour leurs propres intérêts. Il nous appartient donc de nous défendre pour assurer notre existence et celle de nos enfants. Un adage dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. Tant que l'agresseur reste tranquille chez lui, il aura toujours le confort d'organiser des attaques chez nous. En bon entendeur, salut, c'est Mahamadou Traoré, un Malien résident dans la région de Douenza. Merci de votre contribution. Prenons quand même un message de la Côte d'Ivoire. C'est Kotougou, le fidèle, qui nous écrit. Bonjour papa, Sogoyou Kegewe. De Bouaké. Oui. L'homme de Bouaké. L'homme de Bouaké, le béninois de Bouaké, Anani Sossou, ainsi que le journaliste Gilles Maweda Boko. Attaque des aéroports, oui. C'est une alerte générale parce que, 1, Ouadani fait le tour des pays de l'AES. 2, le ministre de la Défense de la Mauritanie fait le tour des pays de l'AES. 3, la Côte d'Ivoire veut tendre la main au Burkina Faso et au Mali. Au même moment, l'Algérie condamne l'attaque de l'aéroport de Niamey. Tout ça, ce n'est que de la poudre aux yeux. Pour les pays de l'AES, ils doivent doubler de vigilance, sinon une seule heure risque de leur être fatale, parce que la France ne veut pas lâcher, et moi, je vois la main noire, sa main noire derrière toutes ces manœuvres. C'est M. Kotougou béninois, depuis Bouaké en Côte d'Ivoire. Oui, quelqu'un qui depuis au moins 100 générations mange gratis, qu'on lui dise aujourd'hui d'acheter, de sortir son argent, il ne peut pas supporter ça.
Bonjour la famille du Forum dominical, toutes mes civilités et salutations fraternelles depuis le Mexique. C'est Walker Ngamoukouba Bolatibé. Merci beaucoup pour cet éveil de conscience africaine que vous faites sans relâche, que nos ancêtres vous protègent toujours. L'attaque des aéronefs des aéroports prouve encore combien de fois le chemin de la souveraineté n'est pas facile. Les puissances impérialistes et leurs valets locaux ne cesseront jamais de s'attaquer aux pays qui cherchent leur souveraineté. Mais la révolution progressiste africaine ne sera jamais facile. Vive l'AES en particulier, vive l'Afrique en général. Une pensée pieuse aux étoiles polaires sahéliennes de notre révolution progressiste africaine. Merci beaucoup. Merci, Walker. Je vais aux États-Unis vous proposer le message de Joachim Kolani. Que dit-il? Bonjour Gilles, meilleur journaliste. Merci pour le compliment. Bonjour mon frère Anani Sossou, les meilleurs analystes et son excellence Sogoyo Kegewe, l'homme qui ne change pas. Concernant le thème du jour, la semaine surpassée, je vous avais dit que pour le moment, le Bénin n'a pas le contrôle de son territoire, surtout au nord. Même si les autorités béninoises ont la volonté de normaliser les relations avec les voisins, ça n'arrange pas les puissances de déstabilisation basées au nord du Bénin. Même les grands officiers béninois ne savent même pas ce qui se passe dans les camps étrangers situés au nord du Bénin. Ça serait une grave erreur pour l'AES et surtout pour le Niger d'ouvrir ses frontières actuellement avec le Bénin, puisqu'ils n'ont pas encore les moyens pour contrôler toutes les entrées sur leur territoire. Un ennemi connu vaut mieux qu'un faux ami. L'AES et la population béninoise doivent exiger le démantèlement des bases situées au nord du Bénin avant l'ouverture des frontières avec le Niger. Les Africains doivent cesser d'être toujours des traites pour leurs frères. C'est très énervant et pitoyable pour l'Afrique. Bonne émission. Kolani Joachim, depuis le Canada. Je pense quand même que l'ouverture des frontières serait bénéfique à la fois pour le Niger et à la fois pour le Bénin. Ce qui est encourageant, c'est que les deux pays se sont mis d'accord pour mettre en place une commission pour travailler sur tous les aspects qui pouvaient favoriser la réouverture des frontières. Et ils ont déjà élaboré un document stratégique sur lequel maintenant, qu'on va proposer maintenant aux chefs d'État et de gouvernement, qui vont plancher là-dessus. Et la même commission aura peut-être d'autres recommandations à faire, ou bien les chefs d'État. N'oubliez pas que cette commission parlera d'un aspect sécurité qui est très important d'ailleurs pour le Niger. Donc l'ouverture des frontières, c'est une bonne chose. Ça permet la fluidité commerciale entre le Bénin et le Niger. N'oubliez pas que des camions entiers sont bloqués à Malanville depuis des mois et des mois déjà. Ce qui ne permet pas à l'économie nigérienne, qui est déjà durement éprouvée, d'avoir d'autres ressources de financement. N'oubliez pas que les pipelines qui devraient quitter le Niger pour le port de Semekpodi devaient rapporter des milliards à la fois au Niger et au Bénin. Donc le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc il faut maintenant qu'on trouve les idées nécessaires, les moyens nécessaires, les stratégies nécessaires pour sécuriser les frontières de part et d'autre. Anani Sossou, je suis d'accord avec toi, mais si les autorités béninoises et nigériennes s'entendent, vu les capacités de renseignement dont dispose le président Tiani, je sais qu'ils ne peuvent pas se laisser abuser. Mais sinon, la sécurité n'est pas négociable. Regarde la guerre OTAN-Ukraine contre Russie. Mais c'est les Otaniens qui reçoivent le pétrole, le gaz russe, c'est eux qui en bénéficient, mais ils ont coupé. Ils savent qu'ils vont souffrir, mais pour leur sécurité, ils ont coupé. Donc, dans le cas présent, c'est vrai, le Niger va gagner, il y a le pipeline, il y a ceci, mais si ça lui pose des problèmes de sécurité, il faut couper sans état d'âme. C'est tout. Sinon, je suis sûr qu'ils vont trouver une solution. Nous avons dit ici la dernière fois que rien ne nous permet de douter de la bonne foi du président Ouadani du Bénin. Donc, quant au terreau blanc ou non blanc caché dans les forêts du nord du Bénin, je suis sûr qu'entre Ouadani et Tiani, on trouvera une solution. Et c'est encouragé quand même. Ismaël Barra nous a écrit d'Italie, Milan précisément. Juste vous saluer, bonjour Lyon de Forum, merci beaucoup pour votre émission. Allez, l'Afrique nous dit Ismaël Barra, merci. Et excellente journée pour parler un peu italien. Je vous dis buongiorno. Bonjour. Neo TV, tout d'abord, je vous passe mes salutations à tous. Merci pour la messe télévisée que vous proposez chaque dimanche. Une question aux analystes. L'AES doit-elle accepter la main tendue de Téné Birahima Ouattara qui demande la reprise de la collaboration avec l'AES? En plus, il le fait à Paris.
question, bonne suite de programme à vous. Je pense que plusieurs réponses ont été apportées. Oui, j'ai dit que comme le chef est devenu panafricain, il les a appelés à Paris pour leur donner leurs consignes, les nouvelles méthodes à suivre pour abuser de la bonne foi des gens du Sahel. C'est tout. Alors que nous arrivons à la fin de cette analyse, une question demeure et mérite toute notre attention. L'uranium est-il réellement au cœur de l'insécurité qui frappe le Niger, ou s'agit-il d'une explication trop simple pour une réalité beaucoup plus complexe? Depuis plusieurs années, ce pays occupe une place stratégique sur l'échiquier africain et international. Ses ressources naturelles, sa position géographique et son rôle dans la stabilité du Sahel en font un acteur incontournable. Pourtant, malgré cette importance, les attaques terroristes continuent de se multiplier, touchant aussi bien les forces de défense que les populations civiles. Pour certains observateurs, la richesse du sous-sol nigérien attire les convoitises et contribue indirectement aux tensions qui secouent la région. Pour d'autres, les véritables causes de la crise se trouvent ailleurs, dans la faiblesse des institutions, les difficultés économiques, les rivalités locales, les trafics transfrontaliers ou encore l'expansion des groupes djihadistes. Entre ces différentes lectures, il est parfois difficile de distinguer les faits des avis. Ce qui est certain, c'est que chaque attaque rappelle la fragilité de la sécurité dans une zone où les enjeux dépassent largement les frontières nationales. Lorsqu'un tel site est visé, c'est un message qui dépasse le simple cadre militaire et qui interroge l'avenir de toute une région. La véritable question n'est donc peut-être pas de savoir si l'uranium attire les terroristes, mais plutôt de comprendre pourquoi l'insécurité persiste malgré les changements politiques, les opérations militaires et les partenariats successifs. Et vous, qu'en pensez-vous? L'uranium joue-t-il un rôle central dans cette crise, ou les causes sont-elles bien plus profondes? Partagez votre analyse dans les commentaires, aimez la vidéo si elle vous a intéressé, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes, et à très bientôt pour une nouvelle réflexion. Merci.